Le commandant Alex Harlow se tenait à la fenêtre de la station spatiale, scrutant les étoiles. Dans 1 heure à peine, le Conseil galactique déciderait du sort de tous les humains. Son reflet révélait un visage fatigué, marqué par de profondes rides d'inquiétude. À côté de lui, l'ambassadrice Olivia Mason ajustait son uniforme officiel, les mains légèrement tremblantes. Ils ont déjà pris leur décision, dit doucement Alex. Tout ce procès n'était qu'une façade, acquiesça Olivia. Les Éthariens contrôlent le Conseil depuis 10 000 ans. Ils n'aiment pas les nouveaux venus qui pensent différemment. La salle du Conseil était une immense salle ronde, pouvant accueillir 200 représentants extraterrestres. Le grand chancelier zatarien, un grand être à la peau bleue et à 4 bras, était assis sur une estrade. Ses grands yeux scrutaient la salle avec un dédain évident. Les preuves contre l'humanité sont évidentes. La voix du chancelier retentit. En seulement 300 ans, depuis la découverte de l'électricité, ils ont mené 2 guerres mondiales, fabriqué des armes à partir de l'atome et failli détruire leur propre planète. Leur musique est chaotique, leur art manque de forme et leur politique est instable. Ils sont trop imprévisibles. Alex serra les poings tandis que le chancelier continuait d'énumérer les défauts humains. La plupart étaient des difficultés de croissance normale pour n'importe quelle espèce. Les Éthariens avaient tout simplement oublié leur propre passé. Un extraterrestre aux écailles rouges se leva. Mais les humains ont aussi fait preuve d'une remarquable capacité d'évolution. Leur récente coopération mondiale est insuffisante, trop tardive, interrompit le chancelier. On ne peut pas leur faire confiance pour voyager plus vite que la lumière. Imaginez-les se propager à travers la galaxie avec leur chaos. Olivia monta à l'estrade du président. Honorable membre du Conseil, l'humanité a surmonté de nombreux défis. Certes, nous avons commis des erreurs, mais nous en avons tiré des leçons. Notre diversité de pensée nous aide à résoudre les problèmes de manière unique. Nous pourrions apporter de nouvelles idées précieuses à la communauté galactique. Des murmures se répandirent dans la salle. Certains extraterrestres acquiescèrent, mais la plupart semblèrent mal à l'aise. Les Éthariens régnaient depuis si longtemps que peu osaient les défier. Le vote fut rapide et sans appel. L'humanité serait confinée dans son système d'origine. Aucun vaisseau ne pourrait quitter Pluton. Une puissante barrière énergétique serait érigée autour du système solaire, et toute tentative de franchissement déclencherait des mesures défensives. Vous avez 1 mois pour rappeler tous vos vaisseaux, a déclaré le chancelier. Passé ce délai, la barrière sera érigée. Cette décision est définitive. De retour sur Terre, les gouvernements s'unissent dans la colère. Des réunions d'urgence furent organisées dans le monde entier. Pour la première fois, toutes les nations s'accordèrent sur un point. Elles n'accepteraient pas cette peine de prison. Le professeur Frank Nichols suivait les informations depuis son laboratoire du MIT. Contrairement aux discours virulents des politiciens, Frank avait une approche différente. Si la barrière du Conseil utilisait une technologie galactique standard, il y avait peut-être un autre moyen de la franchir. Ils pensent tout savoir sur la physique, dit-il à son laboratoire vide. Mais ils sont stables depuis trop longtemps. Ils ont cessé de chercher des alternatives. Frank a arrêté ses recherches sur la physique théorique. Pendant des années, il avait étudié des schémas énergétiques inhabituels qui ne correspondaient pas au modèle standard. Les races du Conseil utilisaient une forme de repliement spatial pour leur voyage plus rapide que la lumière. Mais s'il existait une toute autre méthode? 6 mois plus tard, alors que la barrière terrestre vibrait d'énergie extraterrestre, Frank présenta ses premières découvertes à un comité gouvernemental secret. Je crois que nous pouvons développer ce que j'appelle un moteur à déphasage, expliqua-t-il, en évoquant des équations complexes. Au lieu d'essayer de replier l'espace comme les races du Conseil, nous nous déphasons légèrement de l'espace-temps normal. Leur barrière est conçue pour bloquer les vaisseaux dans l'espace normal, mais pas ceux partiellement déphasés ailleurs. La générale Laura Harding, présidente du comité, se pencha en avant.
Combien de temps faudra-t-il pour construire un prototype? Frank prit une grande inspiration. Avec un financement et des ressources adéquats, peut-être 10 ans. Tu en as 5, dit-elle fermement. La Terre ne sera pas une prison éternelle. À la fin de la réunion, Frank regarda le ciel nocturne par la fenêtre. Les étoiles semblaient plus pâles, bloquées par la barrière invisible. Mais dans son esprit, il voyait déjà des vaisseaux humains se faufiler à travers, invisibles à leur geôlier. Le Conseil pensait avoir contenu l'humanité. Il allait découvrir son erreur. 20 ans passèrent sous l'œil vigilant du Conseil galactique. Leur station de capteurs flottait silencieusement au-delà de Pluton, surveillant tous les mouvements du système solaire. Sur Terre, la vie continuait. Les villes s'élevaient, la technologie progressait, et les hommes s'adaptaient à leur prison cosmique. Mais ils n'oublièrent ni ne pardonnèrent jamais. Dans une installation cachée sous le désert du Nouveau-Mexique, le professeur Frank Nichols travaillait sans relâche sur son moteur à déphasage. Ses cheveux étaient devenus blancs et de profondes rides marquaient fort son visage, mais ses yeux brûlaient toujours de détermination. À côté de lui se tenait Lisa Wright, une brillante ingénieure qui avait rejoint son équipe 15 ans auparavant. « Relancez la simulation », dit Frank en étudiant l'écran holographique. « On est proche, je le sens. » Lisa hocha la tête et ajusta les paramètres. « Le flux d'énergie est stable. L'alignement quantique est à 88%. C'est le meilleur que nous ayons jamais eu. » La simulation montrait un petit vaisseau entouré d'une bulle d'énergie scintillante, alors que le vaisseau virtuel approchait de la barrière qui entourait le système solaire. Des chiffres clignotaient à l'écran. Les simulations précédentes aboutissaient toujours au même résultat. Détection et échec. Cette fois, c'était différent. Ça a fonctionné. Lisa allaita en regardant le vaisseau franchir la barrière sans déclencher d'alerte. Les capteurs ne détectèrent rien. Frank sourit pour la première fois depuis des années. La théorie devient réalité. Allons prévenir le général. 3 mois plus tard, un petit vaisseau expérimental était prêt à décoller dans une base de lancement secrète, sur la face cachée de la Lune. Le vaisseau ne ressemblait à aucun autre, sans hublots extérieurs et avec une coque faite de matériaux absorbant la lumière au lieu de la refléter. À l'intérieur, le capitaine Daniel Frost procédait aux dernières vérifications. « Tous les systèmes sont en ordre », annonça-t-il sur le canal sécurisé. « Le moteur à déphasage est au vert. » La générale Laura Harding, désormais aux cheveux gris mais avec la même détermination d'acier, se tenait dans la salle de contrôle. « Souvenez-vous, Daniel, un saut rapide au-delà de la barrière, puis retour immédiat. Pas d'héroïsme. Compris, général. » Le vaisseau s'éleva silencieusement de la surface lunaire. Utilisant des propulseurs conventionnels, il se déplaçait lentement vers les confins du système solaire. Les stations de surveillance du Conseil le suivaient comme un simple vaisseau de recherche collectant des données sur les comètes. Alors que le vaisseau approchait de l'orbite de Pluton, Daniel prit une profonde inspiration, amorçant le déphasage en 3, 2, 1. Il appuya sur la séquence d'activation. Le vaisseau ronronna tandis que le moteur s'engageait. À travers son écran, il observa les étoiles se déplacer légèrement, prenant une teinte bleutée. La barrière apparut comme un faible scintillement devant lui. Dans la salle de contrôle, Frank et Lisa retinrent leur souffle. Tout dépendait de cet instant. Le vaisseau franchit la barrière. Aucune alarme ne retentit. Aucun vaisseau du Conseil ne s'avança pour l'intercepter. « J'ai terminé », annonça Daniel, la voix crispée par l'excitation. Aucun signe de détection. Le moteur à déphasage fonctionnait normalement. La salle de contrôle éclata de joie. Frank s'appuya contre la console, submergé par l'émotion. Lisa lui serra l'épaule. « 10 années-lumière », ordonna le général Harding. « Puis revenez tout de suite. » Daniel poussa le moteur plus loin. Les étoiles se brouillaient tandis que le vaisseau accélérait à des vitesses jamais atteintes par un humain. 10 minutes plus tard, il observait des étoiles extraterrestres bien au-delà de la barrière du Conseil.
Lorsque Daniel revint sain et sauf 6 heures plus tard, les dirigeants de la Terre se réunirent en secret. Ce test réussi changea tout. L'humanité avait une issue. Nous devons agir prudemment, avertit le président Kelly. Si le Conseil découvre notre percée, il renforcera la barrière. Je propose un plan en plusieurs phases, a déclaré le général Harding. D'abord, nous construisons davantage de vaisseaux équipés du moteur à déphasage. De petits vaisseaux furtifs capables de cartographier les étoiles au-delà de notre prison. Ensuite, nous établissons un avant-poste secret loin de l'espace du Conseil, un endroit autonome qui puisse servir de point d'appui. Frank acquiesça d'un hochement de tête. Le Conseil pense nous avoir contenus, mais il n'a fait que nous forcer à évoluer plus vite. En essayant d'emprisonner l'humanité, ils ont créé quelque chose de bien plus dangereux. L'initiative d'exploration humaine naquit ce jour-là. En 5 ans, une douzaine de vaisseaux à changement de phase franchirent régulièrement la barrière. Chacun rapporta des données précieuses sur les systèmes stellaires proches, puis ils découvrirent quelque chose qui allait tout changer. Une planète riche en ressources, sans présence du Conseil. La première colonie humaine au-delà de Sol fut établie en secret. Ils la baptisèrent Liberty. La colonie Liberty se développa lentement mais sûrement. Cachée sur une planète au sol riche et à l'eau pure, elle devint le point de départ de l'exploration humaine. Les vaisseaux allaient et venaient silencieusement, toujours attentifs à éviter les patrouilles du Conseil. 5 ans après sa fondation, Liberty comptait 10 000 habitants et était totalement autonome. Le capitaine Daniel Frost, à la tête d'une équipe de reconnaissance de 3 vaisseaux, s'enfonça plus loin dans l'espace inconnu. Sa mission était de cartographier les sites potentiels de colonies et de recueillir des renseignements sur les activités du Conseil. Ce qu'il a découvert a changé à jamais le cours de l'humanité. Nous percevons d'étranges relevés énergétiques, a déclaré sa pilote, Karen Martinez. Je n'en ai jamais vu auparavant. Daniel a étudié l'écran du capteur, pas la technologie du Conseil. Quelque chose de différent. Devrions-nous enquêter? Demanda Karen. Daniel a réfléchi à ses ordres. Explorer, mais éviter tout contact. Rester caché. Mais la curiosité était inhérente à la nature humaine. Oui, mais avec prudence. Leur vaisseau s'approcha d'une structure massive flottant dans l'espace vide entre les systèmes stellaires. C'était clairement artificiel. Une station géante en forme d'anneau, avec des flèches s'étendant vers l'extérieur comme des éclairs gelés. Aucune lumière ne brillait sur sa surface sombre. Aucun signe de vie, rapporta l'officier scientifique Samantha Reed, mais il y avait encore du courant quelque part à l'intérieur. Ils s'amarrèrent à ce qui semblait être un port d'entrée. Vêtus de combinaisons spatiales, Daniel et Samantha entrèrent dans la station tandis que Karen restait à bord du vaisseau. L'intérieur était vaste et silencieux, avec des couloirs incurvés et d'étranges symboles sur les murs. « Cet endroit est ancien », dit Samantha en examinant les panneaux de contrôle couverts de poussière. Peut-être vieux de plusieurs milliers d'années. Dans ce qui semblait être une salle de commande centrale, ils ont découvert des systèmes plus actifs. Samantha a étudié attentivement la technologie extraterrestre. « Je pense que ce sont des noyaux de données, dit-elle, toujours fonctionnels après tout ce temps. Daniel la regarda connecter sa tablette au système extraterrestre. « Peux-tu y accéder? L'architecture est différente de tout ce que j'ai déjà vu. Mais oui, je pense pouvoir extraire des données. » Des heures passèrent tandis que Samantha travaillait. Finalement, elle leva les yeux, le visage pâle même dans la faible lumière de son casque. Cette station appartenait à une espèce appelée les précurseurs, dit-elle. C'était une civilisation avancée qui a disparu il y a environ 50 000 ans. Et Daniel, ce n'est pas seulement une station, c'est une bibliothèque. Elle contient des schémas technologiques, des cartes stellaires, des coordonnées d'autres sites précurseurs. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que leur était-il arrivé? Samantha secoua la tête.
pas clair. Il y a des références à un conflit, mais pas assez de données pour déterminer de quel type ni avec qui. Ils ont passé 3 jours à télécharger tout ce qu'ils pouvaient. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Samantha a découvert un dernier système. C'est une sorte de base de données de navigation, a-t-elle expliqué. Elle répertorie des dizaines de stations de ce type à travers la galaxie, avec leurs coordonnées respectives. Juste au moment où ils terminaient de télécharger les dernières données, leur appareil de communication grésilla. « Capitaine, nous avons un problème. » La voix de Karen retentit. Un patrouilleur du Conseil entre dans la zone. ETA 12 minutes. Daniel sentit son cœur s'emballer. Nous sommes sur le chemin du retour. Préparez-vous à un départ d'urgence. Ils retournèrent précipitamment à leur vaisseau, emportant les précieuses données. Alors qu'ils se désamarraient de la station, la patrouille du Conseil était déjà visible, ses lumières scrutant l'ancienne structure. Le moteur à déphasage était actif, rapporta Karen. Prêt à sauter. Daniel jeta un dernier regard à l'imposante station précurseur. Sautez maintenant. Leur vaisseau disparut de l'espace normal quelques instants avant que la patrouille du Conseil ne puisse les détecter. De retour à Liberty, les données qu'ils rapportèrent suscitèrent un vif intérêt. Les dirigeants terriens rassemblèrent rapidement une équipe de scientifiques pour étudier la technologie précurseur. Une grande partie de celle-ci dépassait la compréhension humaine actuelle, mais certains concepts pouvaient être adaptés grâce aux connaissances existantes. Ces précurseurs maîtrisaient la manipulation de l'énergie à l'échelle quantique, expliqua le professeur Frank Nichols au conseil de direction. À eux seuls, leur système de production d'énergie dépasse de plusieurs siècles ceux des races du conseil. Le général Harding hocha la tête, pensif. Pouvons-nous construire tout cela? Une partie, oui, répondit Frank. Si nous nous concentrons d'abord sur les technologies les plus simples, leur système de bouclier, par exemple, et une partie de leur science des matériaux. Le président Kelly étudia la carte stellaire montrant d'autres stations précurseurs. Nous devons trouver davantage de ces bibliothèques avant le Conseil. Cela pourrait être l'avantage dont nous avons besoin. En quelques mois, Liberty est devenue non seulement une colonie, mais aussi un centre de recherche. D'autres vaisseaux ont été envoyés pour localiser d'autres stations précurseurs, gardant toujours une longueur d'avance sur les patrouilles du Conseil. Lentement, petit à petit, les humains commencèrent à comprendre cette technologie ancestrale. Pour la première fois depuis le bannissement, l'humanité avait l'espoir non seulement de survivre, mais de prospérer hors de portée du Conseil. 50 ans s'étaient écoulés depuis son bannissement de la Société galactique. Ce qui n'était au départ qu'une colonie cachée s'était transformé en 12 mondes prospères, tous reliés par une technologie de déphasage dont le Conseil ignorait l'existence. Les humains baptisèrent leur territoire en pleine expansion l'Empire des Ombres, un nom qui reflétait leur statut. Invisible au reste de la galaxie, son pouvoir ne cesse de croître. L'amiral Paul Bennett se tenait sur le pont du Défiance, le plus grand vaisseau de guerre humain jamais construit. À 58 ans, il avait passé la majeure partie de sa vie au-delà de la barrière terrestre. Le vaisseau qui l'entourait intégrait une technologie précurseur qui le rendait plus rapide et plus puissant que tout ce qui existait dans la galaxie connue. Rapport d'étape sur la colonie d'Orion, demanda Paul à son officier des communications. Tout est vert. Amiral, la population dépasse maintenant les 80 000 habitants. Les chantiers navals tournent à plein régime. Paul hocha la tête avec satisfaction. Chaque nouvelle colonie renforçait la position de l'humanité. Chaque site précurseur qu'il localisait contribuait à leur avance technologique. Dans son laboratoire sur Liberty, l'ingénieur Ryan Cole travaillait sur son dernier projet. Une technologie précurseur modifiée avait permis aux humains de disposer de vaisseaux plus rapides et de meilleures armes. Mais la communication restait problématique. Les messages entre les colonies prenaient des jours, voire des semaines, à être acheminés par des navires de messagerie. « Essaie à nouveau le réglage de la fréquence », dit Ryan à son assistant. Ils activèrent l'appareil.
2 cristaux, situés de part et d'autre de la pièce, brillèrent d'une douce lumière bleue. Ryan tapa un message sur un terminal et le vit apparaître instantanément sur l'autre. « Ça marche !» s'exclama-t-il. Communication par intrication quantique. Messagerie en temps réel, quelle que soit la distance. En 1 an, chaque colonie humaine disposait de nœuds de communication quantique. Pour la première fois, les mondes dispersés purent se coordonner au sein d'un empire unifié. Mais l'humanité resta prudente, limitant son expansion et veillant à éviter toute détection du Conseil. Cette prudence les sauva lorsqu'un vaisseau d'exploration du Conseil s'échoua aux confins de l'espace humain. Le vaisseau du Conseil a détecté des signatures énergétiques inhabituelles et s'est déplacé pour enquêter. Un vaisseau inconnu s'approche de la frontière de Vega, a signalé l'officier des capteurs du patrouilleur vigilant. Le capitaine Mia Foster a étudié les relevés. Déployer des systèmes furtifs. Je veux observer sans être détecté. Le vigilant s'est éteint grâce à une technologie issue de la rétro-ingénierie des modèles précurseurs. Le vaisseau du Conseil est passé, ignorant qu'il était en train d'être lavé. Il scrute. Le système, rapporta Maya via le réseau quantique à l'amiral Bennett. Mais il ne semble pas savoir ce qu'il cherche. Gardez vos distances, ordonna l'amiral. Laissez-les chercher. Il n'y a rien à trouver. Le vaisseau du Conseil a finalement décollé, ne trouvant aucune trace de la colonie soigneusement dissimulée sous la surface d'une lune. Plus tard ce mois-là, une rencontre d'un autre genre changea le cours de l'expansion humaine. Un petit vaisseau marchand apparut aux confins du système colonial de Ta. Ce n'était pas une conception du Conseil, mais quelque chose de complètement différent. Leur technologie est primitive comparée à la nôtre, déclara le capitaine Jack Foster. Mais ils ne sont certainement pas du Conseil. Après mûre réflexion, l'amiral Bennett autorisa le premier contact. Le vaisseau extraterrestre contenait des êtres appelés les Nelveri, des créatures reptiliennes à 4 bras et aux écailles argentées. Grâce à une communication attentive, les humains apprirent que les Nelveri étaient également victimes des politiques du Conseil. Notre monde a été jugé trop primitif pour y adhérer, expliqua Krell, le capitaine Nelveri. Ils prennent nos ressources sans rien donner en retour. Nous n'avons pas notre mot à dire dans les affaires du Conseil. Cette découverte a enthousiasmé les dirigeants humains. Pour la première fois, ils ont rencontré une autre espèce susceptible de s'allier contre le Conseil. L'ambassadeur Keith Ward s'est rendu sur la planète natale des Nelveri à bord d'un vaisseau déguisé en l'un des leurs. La rencontre avec les dirigeants Nelveri s'est déroulée au-delà des espérances. Nous proposons un partenariat, proposa Keith. Nous pouvons partager la technologie pour aider votre peuple. En échange, vous pouvez nous aider à transporter des marchandises dans l'espace du Conseil sans être détectés. Les Nelveri s'acceptèrent avec enthousiasme. Leur monde possédait des ressources précieuses, mais manquait des connaissances techniques nécessaires pour les utiliser efficacement. L'expertise humaine pourrait évoluer aussi rapidement. En 5 ans, le monde Nulvari s'est transformé. Une agriculture plus performante a mis fin aux pénuries alimentaires. Une médecine plus performante a prolongé l'espérance de vie. Des systèmes énergétiques plus performants ont amélioré le niveau de vie. Tout cela sans que le Conseil ne remarque l'origine de ces avancées. Le Conseil est convaincu que toute technologie avancée vient d'eux, a déclaré Krell, désormais agent de liaison entre les humains et son peuple. Ils ne recherchent jamais de progrès qu'ils n'ont pas autorisé. L'amiral Bennett sourit en recevant les rapports sur le succès de l'Alliance. La plus grande erreur du Conseil a été de croire qu'il pouvait nous contenir, dit-il à son état-major. Au lieu de cela, ils ont créé quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé, une puissance grandissant sous leur nez. L'Empire des Ombres avait gagné son premier allié. Ce ne serait pas la dernière. L'ambassadrice Natalie Winter se tenait devant les représentants des 3 espèces extraterrestres. 70 ans s'étaient écoulés depuis le bannissement de la Terre, et l'empire secret de l'humanité s'étendait désormais sur 25 systèmes stellaires.
La salle de réunion de Liberty Station bourdonnait de traducteurs tandis que Nathalie s'adressait au groupe. Pendant trop longtemps, le Conseil galactique a décidé quelles espèces méritaient le respect et lesquelles ne méritaient pas, a-t-elle déclaré. Il qualifie les humains de dangereux, les Nelveri de primitifs, les Krell de trop agressifs et les Tauri de trop passifs. Mais ensemble, nous sommes plus forts qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le représentant des Krells, un être musclé à la peau jaune et résistante, acquiesça d'un hochement de tête. À côté de lui, les 4 yeux du délégué Taori clignaient pensivement. Les 2 espèces avaient souffert des politiques du Conseil. Les Krells étaient confinés dans leur système d'origine en raison de leurs tendances belliqueuses. Les Tauri étaient exploités pour leurs minéraux rares, recevant peu en échange. Nous proposons une alliance formelle, poursuivit Nathalie. La Free Star Alliance, des partenaires égaux œuvrant pour une prospérité mutuelle et, à terme, une reconnaissance par le Conseil. Après des jours de discussion, l'alliance est devenue officielle. Chaque espèce apportait des atouts spécifiques. Les humains ont apporté leur technologie de pointe et leur flotte en pleine expansion. Les Nelveri ont offert leur connaissance des routes commerciales du Conseil. Les Krells ont apporté leur expertise militaire. Les Tauri ont partagé leur vaste connaissance des plantes et des remèdes galactiques. Loin de cette réunion capitale, la directrice Grace Blackwood travaillait dans l'ombre. Basée sur Nouvelle Terra, la 3e colonie humaine, elle dirigeait le réseau de renseignement qui était les yeux et les oreilles de l'humanité dans l'espace du Conseil. Ces agents, principalement Nelveri et Tauri, qui pouvaient voyager sans se faire soupçonner, ont recueilli des informations sur les activités et la technologie du Conseil. Le Conseil ignore toujours que nous avons rompu leur quarantaine, a déclaré Grace à son équipe lors de leur réunion hebdomadaire. Mais des rumeurs circulent sur des avancées technologiques inexpliquées parmi les races inférieures. Nous devons être plus prudents. L'un de ses principaux agents, un Elveri nommé Zect, a apporté des nouvelles inquiétantes. Les Éthariens ont renforcé leur patrouille dans le secteur Orient. Ils soupçonnent quelque chose, même s'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Grace étudia la carte stellaire. Nous allons rediriger nos vaisseaux de ravitaillement par le corridor Tau pour l'instant. Et je veux plus d'agents sur les principaux mondes du Conseil. Nous avons besoin de meilleures informations sur leurs plans. Pendant ce temps, sur la planète de recherche Prometheus, des scientifiques humains collaboraient avec leurs alliés extraterrestres pour percer d'autres secrets des archives des précurseurs. Ce partenariat a considérablement accéléré les progrès. La compréhension des systèmes biologiques par Tauri a permis de décoder la recherche génétique. La pensée militaire de Krell a permis de mieux comprendre les technologies défensives. Le scientifique en chef Alan Peters a dirigé une équipe mixte développant le nouveau système de bouclier. Les précurseurs utilisaient la manipulation des champs quantiques d'une manière que nous commençons seulement à comprendre, expliqua-t-il aux ingénieurs réunis, mais en combinant leurs modèles théoriques à notre expérience pratique, nous pouvons créer des défenses bien supérieures aux capacités actuelles du Conseil. Lors des tests, les nouveaux boucliers ont résisté à des niveaux d'énergie 3 fois supérieurs à ceux des meilleures armes du Conseil. Des avancées similaires en matière de propulsion, d'armement et de fabrication se sont répandues sur tous les mondes de l'Alliance. À mesure que l'Alliance se renforçait, d'étranges rapports parvenaient au Conseil. Des avant-postes situés dans des secteurs lointains signalaient des attaques de vaisseaux inconnus apparaissant et disparaissant tels des fantômes. Des vaisseaux marchands racontaient en avoir découvert des technologies avancées chez des espèces qui auraient dû être primitives. Les enquêteurs du Conseil n'ont rien trouvé de concluant, seulement des murmures et des rumeurs. Dans la salle du Grand Conseil, le haut chancelier Vortak des Atariens s'est adressé aux représentants rassemblés. Quelque chose perturbe l'ordre que nous maintenons depuis des millénaires. Une technologie non autorisée apparaît aux mains d'espèces inférieures. Des navires inconnus violent nos territoires. Je propose d'accroître les patrouilles militaires dans tous les secteurs.
Le Conseil a approuvé la mesure, ignorant qu'un conseiller conservateur enregistrait l'intégralité de la séance et la transmettait par communicateur quantique au bureau du directeur Blackwood. Grace écouta l'enregistrement avec un léger sourire. Ils ont senti le changement, mais n'arrivent pas à en identifier la source. Arrogance typique du Conseil. Ils n'arrivent toujours pas à imaginer que des humains puissent en être responsables. L'amiral Bennett a reçu le rapport lors de son inspection des nouveaux navires de guerre de l'Alliance. Le Conseil renforce sa présence militaire, a-t-il déclaré à ses officiers. Nous devons accélérer nos plans. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent la vérité. L'Empire caché se préparait à l'inévitable confrontation. Les dirigeants de l'Alliance savaient qu'ils ne pourraient rester éternellement dans l'ombre. Tôt ou tard, l'humanité entrerait dans la lumière, non pas comme l'espèce primitive que le Conseil avait bannie, mais comme le chef de l'humanité la plus puissante. 100 ans s'étaient écoulés depuis le bannissement de l'humanité. La Free Star Alliance contrôlait désormais plus de 50 systèmes stellaires, tous cachés au Conseil. Leurs vaisseaux voyageaient incognito, leurs colonies restaient cachées et leur technologie dépassait largement celle des races du Conseil. Mais le temps de la clandestinité touchait à sa fin. Lors d'une patrouille de routine près de la frontière de la base de l'Alliance, le capitaine Ben Miller a détecté une signature énergétique inhabituelle. Son vaisseau, le Swift, s'est approché prudemment. Les capteurs indiquent qu'un vaisseau scientifique du Conseil a rapporté son premier officier. Ils semblent effectuer une étude du champ d'astéroïdes. Ben a examiné l'écran tactique. Ils sont trop près de la colonie de New Providence. S'ils ajustaient tant leur cap de seulement 10 degrés, ils pourraient bien détecter notre avant-poste. Il envoya un message urgent via le réseau quantique. En quelques minutes, l'amiral Bennett répondit « Surveillez, mais n'engagez pas le combat à moins qu'il n'approche de la colonie. » Pendant 2 jours, le Swift suivit le vaisseau du Conseil. Puis la catastrophe survint. Une éruption solaire provenant d'une étoile proche a détruit le moteur principal du vaisseau du Conseil. À la dérive, il a filé droit vers New Providence. Ils détecteront notre colonie dans moins de 6 heures et en informeront le quartier général. Après une rapide délibération, les dirigeants de l'Alliance ont pris une décision audacieuse. Capitaine Miller, vous êtes autorisé à prendre contact. Proposez votre aide. Il est temps de nous révéler. À nos conditions. Ben Tart fonça tandis qu'il sortait le Swift du mode furtif et s'approchait du vaisseau du Conseil endommagé. « Attention, vaisseau du Conseil », transmettait-il sur les fréquences standards. Ici, le capitaine Ben Miller du Swift, vaisseau de la Star Alliance libre. Nous constatons que vous êtes en détresse et proposons notre aide. La confusion et l'inquiétude se répandirent à bord du vaisseau du Conseil. Leurs capteurs n'avaient rien détecté dans la zone quelques instants auparavant. Le capitaine du Conseil, un xylarien nommé Mano, réagit avec prudence. « Vaisseau non identifié, nous ne reconnaissons pas votre affiliation. Veuillez identifier votre espèce et votre autorisation. » Ben prit une grande inspiration. « Nous sommes humains, capitaine, et nous n'avons pas besoin d'autorisation du Conseil. » Le choc parcourut le vaisseau du Conseil. Les humains étaient censés être confinés derrière la barrière autour de Sol. Pourtant, il y avait là un vaisseau humain, loin de la Terre, doté d'une technologie qui avait échappé à leur meilleur système de détection. Malgré leur peur, l'équipage du Conseil accepta l'aide offerte. Les ingénieurs de Ben réparèrent leur moteur en quelques heures. Pendant ce temps, Ben expliqua les bases de ce qui s'était passé depuis le bannissement, comment l'humanité s'était échappée, avait établi des colonies et formé une alliance avec d'autres espèces que le Conseil avait marginalisées. « Nos dirigeants souhaitent parler aux représentants du Conseil », dit Ben au capitaine Meno. Non pas en suppliant, mais en égo. Lorsque le vaisseau du Conseil retourna dans l'espace zatarien, leur rapport sema la panique au plus haut niveau du gouvernement. Des réunions d'urgence furent convoquées. Des alertes militaires furent lancées. L'impossible s'était produit.
Les humains s'étaient non seulement évadés de leur prison, mais avaient également établi une présence significative au-delà de la portée du Conseil. Une semaine plus tard, un vaisseau diplomatique du Conseil arrivait aux coordonnées fournies par Ben. Il s'attendait à trouver un petit avant-poste ou une base secrète. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent à proximité d'une immense station spatiale en orbite autour d'une planète prospère. Des vaisseaux de conception diverses circulaient efficacement autour de la station, nombre d'entre eux affichant une technologie plus avancée que la leur. La délégation du Conseil, menée par le représentant zétarien Vokhtar, accosta à la station. Ils furent escortés jusqu'à une grande salle de conférence, où l'attendait le commandant suprême Eric Sullivan, accompagné de représentants des Nelveri, des Krell et des Tari. « Bienvenue à Liberty Prime », dit Eric d'une voix calme et assurée. La capitale de la Free Star Alliance. Vokhtar peinait à dissimuler son choc. C'était impossible. Les humains étaient rentrés dessus. La barrière fut contournée moins de 20 ans après sa création. Eric termina à sa place. Pendant que vous nous croyez en sécurité, KH, nous avons bâti quelque chose de nouveau. Quelque chose de meilleur que la hiérarchie stagnante que le Conseil a maintenue pendant des millénaires. Le zétarien s'épaissit, noirci par la colère. Cette réunion est une formalité. Une fois que le Conseil aura pris connaissance de l'étendue de vos violations, il déploiera la grande flotte. Votre rébellion sera écrasée. Eric sourit légèrement. Je vous invite à visiter notre installation, à examiner notre technologie et à rencontrer notre peuple. Ensuite, décidez si la menace est la plus sage. Au cours des 2 jours suivants, la délégation du Conseil a pu découvrir des éléments soigneusement sélectionnés de Liberty Prime. Ils ont vu des chantiers navals construire des vaisseaux plus grands et plus perfectionnés que tous ceux de la flotte du Conseil. Ils ont été témoins de systèmes de défense qui donnaient aux leurs un aspect primitif. Plus troublant encore, ils ont vu des humains travailler d'égal à égal avec des espèces que le Conseil jugeait inférieures. Lors de la réunion finale, le ton de Vokhtar était passé de menaçant à prudent. Le Conseil devra discuter de cette situation. Votre expansion non autorisée viole de nombreuses lois. Des lois que nous n'avons jamais acceptées, a souligné Eric. Nous proposons une coexistence pacifique, la reconnaissance de la souveraineté de l'Alliance, un commerce ouvert et des échanges culturels. Mais nous ne nous soumettrons pas à l'autorité du Conseil. Cette époque est révolue depuis longtemps. Alors que le vaisseau du Conseil quittait le port, Eric, aux côtés de l'amiral Bennett, le regardait disparaître au loin. « Accepteront-ils nos conditions ?» demanda l'amiral Bennett. « Non », répondit Eric. « Ils règnent depuis trop longtemps pour partager le pouvoir de leur plein gré. Mais ils avaient besoin de constater notre force avant la suite. » Le compte à rebours de la confrontation avait commencé. La salle du Conseil n'avait jamais été aussi chaotique. Les représentants de 200 espèces s'interpellaient tandis que le haut chancelier Vortak s'efforçait de maintenir l'ordre. La nouvelle de l'expansion humaine au-delà de leur quarantaine avait choqué toute la communauté galactique. « Comment ont-ils pu s'échapper de la barrière ?» demanda le délégué palaxien. « Vous nous avez assuré que c'était impossible. » La peau bleue de Vortak s'assombrit de colère. Nos meilleurs scientifiques enquêtent. Ce qui compte désormais, c'est notre réponse. Les humains ont violé nos lois les plus sacrées. Il faut les soumettre. Tous les membres du Conseil n'étaient pas d'accord. Certains des plus jeunes peuples se demandaient si la force était nécessaire. Quelques-uns ont même suggéré d'ouvrir des relations diplomatiques avec l'Alliance. Les humains ont proposé la paix, a déclaré le représentant trilien. Peut-être devrions-nous considérer leurs conditions. Faiblesse. Vortaciste. Accordez-leur une légitimité, et d'autres espèces suivront leur exemple. Notre ordre dépend de leur conformité. Après des jours de débats houleux, le Conseil vota. La décision était plus serrée que ne le souhaitaient les Vortak, mais le résultat était clair. La plus grande flotte du Conseil jamais assemblée allait s'opposer à l'alliance parvenue. Sur Liberty Prime,
Les dirigeants de l'Alliance suivaient les débats du Conseil grâce à leur réseau d'espionnage. L'amiral Julia Pierce, récemment promue au commandement de la flotte combinée, étudia les rapports d'un air calme. Ils rassemblent des navires de tout leur territoire, annonça-t-elle au conseil de direction. Plus de 300 vaisseaux. Ils pensent que leur nombre nous submergera. Le commandant suprême Sullivan hocha la tête. Nous l'avions anticipé. Nos forces sont-elles prêtes? Oui, répondit Julia. Tous les vaisseaux sont équipés de nos derniers systèmes de boucliers et d'armes. Les groupes de combat Krell sont en position. Les vaisseaux de renseignement Nelveri ont cartographié toutes les voies d'approche. Sur Terre, désormais reconnecté à ses colonies, le président Kyle Harris s'est adressé à la population mondiale. Il y a 100 ans, le Conseil nous a jugés indignes et nous a enfermés. Il pensait que nous resterions prisonniers à jamais. Au lieu de cela, nous avons construit quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient pu imaginer. Pour toujours. Au lieu de cela, nous avons construit quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient pu imaginer. Quoi qu'il arrive, sachez que l'humanité affronte ce défi en s'unissant à ses alliés. La flotte du Conseil s'est rassemblée près de la frontière du territoire connu de l'Alliance. Leur commandant, le grand amiral Zentrix, de l'espèce xélarienne, était considéré comme le plus grand esprit militaire de l'espace du Conseil. Notre première cible est cette station qu'ils appellent Liberty Prime, a-t-il déclaré à ses capitaines. Les renseignements suggèrent qu'il s'agit de leur principal centre de commandement. Une fois tombé, le reste se rendra rapidement. La flotte du Conseil avança, espérant surprendre l'Alliance. Mais elle trouva les navires de l'amiral Pierce qui les attendaient. La flotte de l'Alliance était plus petite, seulement 120 vaisseaux, mais positionnée avec une parfaite connaissance tactique. Ils savaient que nous arrivions, réalisa Zentrix avec stupeur. Et leurs vaisseaux? Ils ne ressemblent en rien à ce que nos renseignements nous avaient rapporté. La bataille commença par une avancée du Conseil. Leurs vaisseaux tirèrent des armes énergétiques qui auraient détruit n'importe quel vaisseau normal. Mais les boucliers de l'Alliance, basés sur une technologie précurseur, absorbèrent les attaques avec un minimum de dégâts. À tous les vaisseaux, exécutez le plan de bataille. Écho, ordonna l'amiral Pierce depuis son vaisseau. La flotte de l'Alliance se divisa en petits groupes, se déplaçant avec une rapidité et une coordination incroyables. Chaque groupe ciblait des vaisseaux spécifiques du Conseil, utilisant des armes qui contournaient les boucliers et neutralisaient les systèmes sans détruire les vaisseaux. Ils ne cherchent pas à nous tuer, réalisa Zentrix, alors que les rapports affluaient. Ils neutralisent notre capacité de combat. En quelques heures, un tiers de la flotte du Conseil s'est retrouvé à la dérive, impuissant dans l'espace. Un autre tiers a battu en retraite après avoir subi de lourds dégâts. Les vaisseaux restants, dont le vaisseau amiral de Zentrix, se sont retrouvés encerclés. Ici l'amiral Julia Pierce de la Free Star Alliance. Votre flotte est vaincue. Désactivez vos armes et préparez-vous à accepter nos conditions. Zentrix n'eut d'autre choix que d'obtempérer. La bataille, la plus importante de l'histoire du Conseil, fut terminée en moins d'une journée, avec un minimum de pertes humaines de part et d'autre. La nouvelle de la défaite se répandit rapidement dans l'espace du Conseil. Sur plusieurs mondes, des espèces qui avaient longtemps rejeté la domination du Conseil commencèrent à soutenir ouvertement l'Alliance. Les Dravides, connus pour leurs réseaux commerciaux, annoncèrent qu'ils reconnaîtraient l'indépendance de l'Alliance. Les Valari, respectés pour leurs avancées scientifiques, demandèrent l'autorisation d'envoyer des observateurs sur les mondes de l'Alliance. À la grande surprise des dirigeants du Conseil, 3 espèces membres, les Mendari, les Quill et les Roxans, se retirèrent officiellement du Conseil et demandèrent à adhérer à l'Alliance. L'ordre ancien s'effondre, déclara la directrice Grace Blackwood au commandant suprême Sullivan alors qu'ils examinaient les rapports. Plus vite que prévu. Sullivan hocha la tête, pensif. Le pouvoir du Conseil a toujours reposé sur l'illusion de l'inévitabilité. Une fois cette illusion brisée, tout bascule.
Sur la planète natale des Éthariens, le haut chancelier Vortak convoqua une réunion d'urgence du Conseil des Anciens. « Nous devons révéler la vérité sur les humains », dit-il gravement. L'ancienne prophétie est en train de se réaliser. La flotte de l'Alliance encercla la planète natale des Éthariens. Après sa victoire contre les forces du Conseil, l'amiral Julia Pierce s'était avancé jusqu'au cœur même de l'Ancien Ordre. Les Éthariens, qui dirigeaient le Conseil depuis des millénaires, se trouvaient désormais face à un choix: négocier ou s'isoler du reste de la galaxie. Le grand chancelier Vortak se tenait dans l'antique salle des ancêtres. Derrière lui, le Conseil des anciens Éthariens attendait dans un silence nerveux. « Les humains exigent notre reddition, » dit Vortak. « Ils promettent qu'aucun mal ne sera fait à notre peuple si nous abandonnons notre pouvoir. » L'ancien Mazalon, le doyen du Conseil, secoua tristement la tête. « Nous avons régné trop longtemps. Nous avons oublié notre propre histoire. Que voulez-vous dire ?» demanda un jeune membre du Conseil. « La prophétie, » répondit Mazalon. « La raison pour laquelle nous avons mis la Terre en quarantaine. Nos ancêtres avaient vu cela venir il y a des milliers d'années. » Mazalon répondit: « La raison pour laquelle nous avons mis la Terre en quarantaine. Nos ancêtres avaient vu cela venir il y a des milliers d'années. » En orbite au-dessus du monde zétarien, le commandant suprême Eric Sullivan se préparait à se téléporter avec une petite délégation. Parmi eux se trouvait le docteur Samantha Reed, désormais âgée, reste la principale experte en technologie des précurseurs. « Nos scanners révèlent des relevés énergétiques inhabituels dans leur capitale, » dit Samantha à Eric, similaires à ceux que nous avons trouvés dans les stations des précurseurs. « Vous pensez qu'il y a un lien ?» demanda Eric. « Incertaine, » répondit-elle. La rencontre eut lieu dans une grande salle décorée de symboles anciens. En entrant, Samantha reconnut immédiatement certains motifs sur les murs. « Ce sont des écrits précurseurs, » murmura-t-elle à Eric, les mêmes que ceux que nous avions trouvés dans les archives. Le grand chancelier Vortak les salua solennellement. Le Conseil a régné pendant 15 000 ans. Cette ère prend fin, mais avant les transferts de pouvoir, 15 000 ans. Maintenant que cette ère prend fin, mais avant les transferts de pouvoir, il y a une vérité que vous devez connaître. Le chef zitérien les conduisit plus profondément dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, qui semblait d'une antiquité inouïe. Ils pénétrèrent dans une salle bourdonnant d'une énergie familière. Au centre se trouvait un noyau de données précurseurs, toujours fonctionnel après d'innombrables millénaires. « Nos ancêtres n'ont pas créé le Conseil », expliqua Vortak. « Ils l'ont trouvé. Les précurseurs ont établi un gouvernement galactique, puis ont disparu. Les Éthariens ont découvert leur technologie et en ont pris le contrôle. Vous avez utilisé la technologie des précurseurs pendant tout ce temps ?» demanda Samantha, stupéfaite. « Nous n'en comprenions que certaines parties, » admit Vortak. « Beaucoup de choses restaient hors de notre compréhension, mais dans les données, nos ancêtres ont trouvé une prédiction. Une espèce émergerait capable de débloquer pleinement les connaissances préhistoriques. Cette espèce remplacerait l'ordre existant par quelque chose de nouveau. Les humains, dit Eric. Oui, la description correspondait parfaitement à votre espèce. C'est pourquoi nous avons essayé de vous contenir. Non pas parce que vous étiez dangereux, mais parce que vous étiez destiné à prendre notre place. 2 jours plus tard, des représentants de toute la galaxie se sont réunis sur Liberty Prime. Le président William Foster, dirigeant de la Terre, s'est adressé à l'Assemblée. Pendant trop longtemps, la galaxie a vécu sous un système qui divisait les espèces en espèces méritantes et indignes, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous proposons quelque chose de différent, une véritable fédération, où chacun peut contribuer et s'exprimer. La nouvelle fédération galactique fut formée avec une rapidité remarquable. La plupart des anciennes races du Conseil adhérèrent volontairement, attirés par la technologie de l'Alliance et un traitement équitable. Les Éthariens, privés de leur statut spécial,
furent néanmoins accueillis comme des égaux. Alors que le nouvel ordre prenait forme, le docteur Samantha Reed fit une autre découverte. Grâce à un accès complet aux archives Étienne, elle trouva l'intégralité des archives des précurseurs. Les précurseurs n'avaient pas disparu, expliqua-t-elle aux dirigeants de la Fédération. Ils avaient évolué au-delà de la forme physique. Mais avant de partir, ils avaient créé un système pour guider les espèces plus jeunes vers une évolution similaire. Le Conseil était censé favoriser la croissance, et non la freiner. Et maintenant, cette tâche nous incombe, a déclaré le président Foster. 150 ans après le bannissement de l'humanité, des milliers de peuples ont célébré le jour de la libération. Sur Terre, la barrière qui emprisonnait autrefois l'humanité s'est transformée en monument, son énergie alimentant désormais un réseau de transport reliant la planète à ses colonies. L'amiral Daniel Frost, aujourd'hui âgé de 95 ans, assistait à la célébration depuis le balcon de sa maison sur Liberty. Jeune capitaine, il avait été le premier humain à franchir la barrière. Il voyait maintenant l'humanité au cœur de la plus grande civilisation que la galaxie ait jamais connue. Une petite fille d'environ 6 ans s'approcha de lui. « Êtes-vous l'amiral des histoires » demanda-t-elle. Daniel sourit. « Je n'étais qu'un parmi tant d'autres à avoir contribué à bâtir tout ça. Mon professeur disait que nous étions censés être prisonniers, mais nous avons bâti un empire. » « Pas juste un empire, » corrigea gentiment Daniel. « Quelque chose de mieux. Nous avons construit un foyer pour tous ceux à qui on disait qu'ils n'étaient pas assez bons. » Tandis que des feux d'artifice illuminaient le ciel, des vaisseaux venus d'une centaine de mondes envahissaient les couloirs spatiaux. Parmi eux évoluaient des vaisseaux d'espèces inconnues quelques décennies plus tôt, tous désormais membres de la Fédération. Le Conseil avait tenté de contenir l'humanité. Au lieu de cela, ils avaient créé la force même qui allait transformer la galaxie en quelque chose de plus grand que jamais.